Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mes dernières lectures. Vous entendrez peut-être en fond les oiseaux qui chantent, mais voilà, tous les matins j'ai le droit à un concert, c'est super. J'ai pas mal de livres à vous présenter et franchement il y a de tout, il y a des romans, il y a des mangas et il y a même une BD, enfin un album, donc il y a un petit peu tout, c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Cellulaire de Stephen King que j'avais trouvé aux éditions Françoisir, c'est une très vieille édition et je l'avais trouvé d'occasion dans le sud. Alors il faut savoir que j'ai lu Cellulaire depuis le mois de mars en fait, presque tout le mois de mars, parce qu'il était assez long et vu qu'on a eu l'arrivée du coronavirus, je vous cache pas qu'il y a eu une période où je l'ai un peu stoppé parce que je me suis dit on nous parle déjà assez de virus comme ça, donc là l'histoire est quand même sur un virus aussi mais quand même différent, et après je l'ai quand même repris et finalement j'avais l'impression de vivre ce que vivaient les personnages pour le coup. Donc ici on va suivre le personnage de Clay qui est un auteur de bande dessinée et il se trouve qu'un beau jour il est super content, il va peut-être décrocher le contrat de sa vie. Il se trouve dans un parc quand on commence à avoir un phénomène particulier. Toutes les personnes qui ont un téléphone portable commence à devenir complètement folle, agressive. Il va se rendre compte qu'il y a des personnes qui se mettent à attaquer d'autres personnes et à leur arracher un bout de cou. On a même une personne qui agresse son chien. Enfin vraiment ça commence à tourner au cauchemar et ça c'est dès les premières pages. C'était le gros point positif de ce roman. Parce que dès le début en fait Stephen King il nous met l'action, on n'a pas le temps de souffler que directement on a de l'hémoglobine et ça c'est juste génial. Alors âme sensible, s'abstenir, on a quand même des passages dégueulasses dans ce livre, assez glauques sur leur manière de vivre ou de voir certains. Enfin, il y a quand même des choses assez qui nous font réfléchir quoi. Franchement moi il y a eu des passages où je me disais ah il va jusqu'à là quand même, c'est pas évident, mais franchement c'est super bien parce qu'en fait si vous voulez c'est vraiment le téléphone portable qui vous envoie un virus, mais un virus qui a rien à voir avec un virus de santé qui vous affecte le corps. Non, là c'est un autre virus qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'était vraiment très original comme ça a été amené. Le seul point, je dirais, un peu négatif de ce livre, et je l'ai souligné dans ma chronique, c'est qu'en fait, on ne saura jamais qui a lancé ce virus, ni de quelle manière. On a d'autres personnages secondaires qui viennent quand même accompagner Clay dans son aventure, parce que Clay cherche juste à retrouver son ancienne femme, mais surtout son fils, parce que voilà, il est séparé d'eux quand le phénomène se produit et forcément il va aller les sauver. Les deux personnages qui vont rejoindre Clay, il va y avoir Tom qui est un homme aussi qui se trouve dans la même merde que lui, et ils vont devenir amis et ils vont également aider une jeune adolescente qui s'appelle Alice. Alice c'est vraiment celle du trio qui est très réfléchie pour son âge. On a Tom qui est aussi assez avec son sang-froid, qui réfléchit aussi mûrement et qui surtout nous sort des répliques assez sympathiques, et on a Clay qui lui par contre est un petit peu plus à pas forcément réfléchir, à foncer et à pas se poser trop de questions. Il va y avoir un nouveau personnage qui va les rejoindre, Jordan, très important dans cette histoire-là, puisque pour moi Jordan c'est le seul qui m'a amené un minimum de réponses concernant justement ce virus. Il émet des hypothèses qui pour moi semblent finalement réelles et réalistes par rapport à ce qui a déclenché en fait le virus. Autre point positif de ce roman, c'est que Stephen King ne se contente pas de nous balancer des espèces de zombies assoiffés de sang et de chair fraîche dès le début. Le virus, il évolue. Les personnes ne restent pas à cet état d'agressivité. Plus on avance dans le roman, plus au contraire, c'est comme si le virus semblait régresser, mais elles ont quand même changé. Elles ne sont plus les mêmes. J'ai envie de vous dire, quand vous avez bouffé une personne, effectivement, je ne pense pas que vous restez la même personne, quoi, parce que c'est quand même choquant. Mais voilà, ça c'était le gros point positif de ce roman, c'est que le virus, il évolue. Les personnes qui sont infectées vont devenir quelqu'un d'autre et c'était vraiment original dans l'histoire. Je ne vous en dirai pas plus sur ce roman, mais voilà, si vous aimez Stephen King, si vous aimez les histoires de virus et que l'hémoglobine ça ne vous choque pas, les attaques de zombies ça ne vous choque pas, lisez Cellulaire. Franchement moi j'ai été agréablement surprise. Beaucoup de personnes ont dit que c'était pas le meilleur de Stephen King. Je suis pas tout à fait d'accord, après c'est chacun ses goûts, mais moi j'ai trouvé quand même que c'était vraiment intéressant. En fait, il fallait vraiment se mettre à la place des personnages et prendre conscience qu'il nous a fait un virus très original
qu'on n'a jamais vu, qui évolue, parce qu'en général nos virus, si on regarde The Walking Dead, le virus ne change pas les personnes et il n'évolue pas, alors que là le virus il évolue, il change, il se réinvente et les personnes évoluent en conséquence. Et ça, je suis désolée, c'est du jamais lu. Je n'ai jamais lu jusqu'à présent. Donc moi, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un petit livre qui me faisait très envie. Il s'agit de Riverdale, le préquel de la série The Day Before de Micole Hosto et aux éditions Hachette Roman. Alors, il faut savoir que moi, Riverdale, j'adore cette série, vraiment. J'aime énormément. Mes personnages préférés, ça reste Betty, Cheryl et Jughead. C'est mes 3 chouchous. Même si Cheryl, c'est une saloperie, bah moi, je l'adore. Enfin, voilà, je la trouve géniale, cette fille. Elle est badass, tout simplement. Et j'avais envie de découvrir ce roman en me disant, bah voilà, je vais peut-être en apprendre un petit peu plus sur comment étaient les personnages avant l'événement marquant de la saison 1. Parce que si vous connaissez Riverdale, dès le premier épisode, il y a un événement marquant qui va tourner la série autour de ça dès le départ. Et je voulais en fait savoir quelle vie menaient les personnages avant ce drame. Et bah vous saurez qu'on n'en apprend pas plus que ça. En fait, on a Archie qui bosse avec son père, Jughead qui passe son temps chez Pops au dîner, à essayer d'écrire et voilà, il a plus vraiment de famille, hein. Sa mère est partie avec sa sœur, son père s'occupe pas trop de lui. On a Betty qui est en train de faire un stage à New York et qui essaye d'interviewer Véronica qui vit sa petite vie de femme mondaine et riche, mais on n'en apprend pas plus que ça. L'histoire elle est beaucoup quand même centrée sur Jughead et quand même un peu sur Betty. Les autres on n'en apprend pas plus que ça et finalement les passages qu'il y a dans ce livre sont des passages qu'on devine et qu'on découvre aussi dans la série. Il y a des trucs où vraiment j'ai pas été surprise parce que je le savais déjà par rapport à la série. Donc c'est un flop pour moi. Je ne sais pas encore si je lirai le tome 2 ou voilà, parce que même si j'ai été un peu déçue, c'est quand même une série que j'adore, donc est-ce que je laisserai une chance au tome 2 ? J'en sais fichtre rien à l'heure actuelle où je vous parle, mais j'ai été quand même déçue, ça n'a pas été une lecture transcendante, j'ai rien appris en fait. J'ai rien appris, et en plus voilà, c'est un livre qui est petit, mais en plus c'est écrit gros, et je m'attendais à avoir ne serait-ce qu'une petite révélation, et non. En fait, non, c'est du déjà vu pour moi. Vous l'aurez compris, ça a été une lecture sans plus. Je lui ai donc mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un album qui me faisait très envie depuis un petit moment. Il s'agit de Jolis contes de Grimm illustrés par Anna Lang et c'est aux éditions Fleurus, une édition que je ne connaissais pas. Et en fait, j'avais découvert ces albums dans le sud et j'en ai acheté 3, donc il y a celui-ci plus 2 autres que je compte lire. Et en fait, la couverture était juste magnifique, hein. On voit que c'est Blanche-Neige, donc franchement, j'ai juste craqué. Dedans, on a l'histoire de Blanche-Neige, de Réponse, de Hansel et Gretel, les musiciens de Brême que je ne connaissais pas, le vaillant petit tailleur et les 3 fileuses. Donc ces 3 dernières histoires, je ne les connaissais pas. Et franchement, j'ai été vraiment agréablement surprise. Les illustrations sont vraiment très jolies. Alors, faut aimer le style, hein, c'est assez dans des tons arrondis et des couleurs assez pastel. Chaque histoire en fait a vraiment ses teintes de couleurs qui sont très accentuées. Moi j'ai vraiment adoré l'histoire de Réponse, tout simplement, c'est celui qui est mon préféré. En plus, il l'a amené d'une manière complètement différente du Disney forcément, hein, ça n'a rien à voir avec le Disney. Au niveau des illustrations aussi, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Hansel et Gretel. Donc vraiment, c'est un très bel album. Si vous aimez les albums jeunesse, si vous aimez les réécritures de contes, n'hésitez pas à lire cet album. Je vous dis, ils en ont fait 2 autres que je vous présenterai dans de prochaines vidéos. Ou pareil, c'est encore des réécritures de contes, hein. Je crois qu'on a Cendrillon, enfin voilà, on en a pas mal. Mais vraiment très bel objet livre et ça c'est un album que je compte garder pour plus tard, le jour où j'aurai des enfants. J'ai ensuite lu un manga et il s'agit de La vie en dol de Junya Inoue aux éditions Glénat. Alors ce manga je n'ai pas vu passer ni sur YouTube, ni sur Instagram, ni sur quelconque réseau social en fait, je n'en ai jamais entendu parler. C'était en farfouillant sur internet où je suis tombée sur cette couverture et vraiment elle m'a tapé dans l'œil. Elle m'a fait beaucoup penser à la BD que j'adore, Lady Doll.
Je vous remettrai en barre d'infos le lien de ma vidéo Zoom Saga. Ça c'est une BD coup de cœur et je pense que je la relirai un jour parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Et du coup c'est vrai que La vie en doll, Lady Doll, ça m'a fait penser à la même chose. Ici on va suivre le personnage de Kazumi Haruno. C'est une jeune fille qui est très timide. Elle est avec sa meilleure amie dans une classe, les autres filles se moquent d'elle. Elle est amoureuse secrètement d'un garçon. Vous voyez là on a vraiment le cliché des histoires qu'on a l'habitude de lire par rapport à des jeunes filles timides. Mais il se trouve qu'elle va recevoir une bague et un miroir d'un colis mystérieux que sa mère va lui remettre. Et il se trouve que quand elle va porter la bague et qu'elle va se regarder dans le miroir, elle va se voir mais d'une manière complètement différente. Elle qui est brune va se voir dans le miroir en étant blonde et il se trouve que quand elle fixe trop longtemps le miroir, la fille qui est dans le miroir qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau mais qui a juste quelques changements en apparence va prendre sa place et sera complètement différente d'elle. C'est-à-dire qu'elle est très timide, elle n'ose pas dire ce qu'elle pense et le personnage qui lui ressemble dans le miroir, elle par contre, elle arrive à dire ce qu'elle pense tout haut, elle a de l'assurance, elle a confiance en elle. Forcément, on a du danger qui tourne autour de ces deux objets parce que c'est des objets très vieux, très anciens et qui semblent être très précieux. Il va y avoir donc une espèce de société secrète dont une jeune fille qu'on appelle que c'est une vierge. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est une vierge. Et c'est une jeune fille qui est très belle, qui a des pouvoirs et qui va tout faire pour récupérer ces deux objets qui appartiendraient à une reine. Dans ce premier tome, on n'en sait pas plus, on s'arrête là. On va juste découvrir qu'il va y avoir un combat, qu'il se trouve que Kazumi va complètement changer en la présence de ces deux objets. Même sa meilleure amie ne va pas la reconnaître. Il y a beaucoup d'action dans ce tome-là et j'ai trouvé ça original au niveau de l'histoire parce que c'est la première fois que je lis un manga qui aborde l'histoire autour de deux objets un peu mythiques, voire même peut-être celtiques. Et qui transforme en fait les personnes avec des pouvoirs ou des choses surnaturelles et franchement c'était très intéressant à découvrir. Au niveau des dessins, ils sont vraiment très beaux, les personnages ont des visages qui sont assez arrondis. J'ai beaucoup aimé le dessin qui représentait la Vierge en fait parce qu'elle était vraiment très belle. On se croirait un petit peu à Londres mais à l'époque victorienne un petit peu au niveau des styles vestimentaires. C'est très, très scolaire aussi parce qu'on est dans une école. Et c'est vrai que par contre au niveau des dessins d'action, il se passe beaucoup de choses et les traits des personnages sont vraiment bien dessinés. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture, c'était une histoire qui était vraiment intrigante. J'ai hâte de lire la suite. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un troisième tome, ça fait super longtemps que je n'avais pas lu la suite. Le premier tome j'avais lu en 2015, le deuxième en 2017 il me semble, et le troisième en 2020, ça craint. Il s'agit de Les 100, le tome 3, le retour de Cass Morgan aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la saga The 100, vous avez peut-être vu la série, moi c'est vrai que j'ai lu le premier tome avant de regarder la série et après j'ai commencé à regarder la série donc je cumule un peu les deux. Ça n'a rien à voir, la seule série qui ressemble beaucoup au livre c'est la première mais alors après ça part complètement dans des délires qui n'ont rien à voir avec le roman et voire même je préfère en fait le roman parce que le roman est un peu plus réaliste je dirais sur certains points. Donc ici on va suivre encore les pionniers, donc faut savoir que c'est une histoire qui tourne autour de l'espace où on avait des personnes qui vivaient sur un vaisseau et il y avait 3 catégories au niveau des vaisseaux, une catégorie riche et 2 catégories un peu moins riches, voire même une qui était vraiment le bas de gamme comme on pourrait dire. Et en fait il se trouve qu'il y avait 100 criminels qui étaient même des jeunes mais des crimes de rien du tout. Le crime par exemple d'avoir mis au monde 2 enfants au lieu d'un alors qu'il y a des règles très strictes sur le vaisseau, ou alors tout simplement d'avoir volé un cookie parce qu'on crevait la dalle. Enfin vraiment c'était des règles très strictes sur le vaisseau. Et du coup, il y a 100 criminels qui sont tous des adolescents pour la majeure partie, voire même des enfants, qui vont être envoyés sur Terre pour voir si la Terre est de nouveau habitable parce qu'il y a eu de la radiation. La Terre a complètement été détruite. Donc on envoie ces 100 criminels pour voir si on pourrait redescendre sur Terre parce qu'il se trouve que le vaisseau va commencer à manquer d'oxygène. Là, je vous ai fait le speech du premier tome. Le second tome, il y a de l'action, on suit les personnages qui ont atterri sur Terre, on découvre surtout des personnages principaux, on voit leurs différents points de vue, donc ça c'est vraiment un gros point positif. L'autre point positif, c'est que même si vous êtes comme moi et que vous faites des pauses de plusieurs années entre les tomes, l'auteur, elle arrive à nous remettre des petites graines
pour nous rappeler en fait ce qui s'est passé dans les précédents tomes. Et ça, c'est vraiment un plus, parce qu'à aucun moment je me suis sentie totalement perdue dans ma lecture. Dans ce tome-là, on a des couples forcément qui se sont formés dans le précédent tome et qui continuent d'être ensemble. On en a d'autres qui vont se déchirer. J'ai eu énormément de peine et d'émotions, d'empathie pour Glass en fait. C'est vraiment le personnage de la saga qui n'existe pas dans la série, qui est vraiment dommage, parce que c'est un personnage très attachant. Moi vraiment Glass, c'est celle que je préfère, même si dans la série, celle qu'on met beaucoup en avant, c'est Clark et même Bellamy. Là, moi vraiment, c'est Glass. Et c'est dommage que Glass et Luke, ces deux personnages-là, ce couple, n'existent pas dans la série parce que je trouve qu'ils sont vraiment super. J'ai eu aussi de la peine pour Wells. C'est un personnage que je n'aime pas forcément, Wells, hein, on le voit que dans la saison 1 d'ailleurs. Et là dans les romans du coup on le suit jusque dans le tome 3 et c'est pas celui que j'aime d'habitude, mais là dans ce troisième tome il m'a particulièrement fait de la peine et il m'a beaucoup touchée, franchement il m'a beaucoup touchée, l'histoire est vraiment intéressante. Ça promet des rebondissements. Il y a quelques passages où je trouvais quand même que c'était un peu facile, hein, du style Bellamy qui fait quand même la guerre à Rhodes, hein, qui est le second du lieutenant du vaisseau, qui est un gros connard, et en fait Bellamy finalement pardonne pour montrer qu'il a de l'humanité, mais elle pardonne un peu vite. Enfin, il y a vraiment des scènes où je me suis dit c'est trop facile, genre je te fais venir dans le groupe de décision et ça y est tu me pardonnes, enfin voilà, il y avait des petits trucs, c'était un peu bof, mais sinon j'ai quand même passé une bonne lecture. Ça reste une suite intéressante, on a de l'action, j'ai hâte de lire du coup le 4e tome qui sera le dernier et je l'ai d'ailleurs dans ma palle et ça viendra je pense bien clôturer cette saga, mais c'est vrai que pour le moment si je dois juger entre la série et les livres, j'aime quand même plus les livres. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un Guillaume Musso, il s'agit de 7 ans après aux éditions Pocket. Alors celui-ci ça a été quand même particulier parce que j'avais commencé à le lire fin septembre 2018. Après j'ai déménagé, je ne l'ai plus du tout rouvert, je ne sais pas pourquoi. Je l'avais laissé à peu près ça quand même de la fin du livre. Donc c'est un peu du n'importe quoi. Et bizarrement j'avais un petit peu peur que quand j'allais le reprendre, de pas forcément me rappeler de l'histoire. Et bah pas du tout en fait, c'est ça qui est dingue avec Guillaume Musso, c'est qu'on arrive à se souvenir de son histoire, même si on l'a laissé en pause plus d'1 an. Donc ici on va suivre le personnage de Sébastien et de Nikki, ça va être les deux personnages principaux de l'histoire. Sébastien c'est un homme qui est très organisé, très strict dans sa manière d'être, un peu timide et sur la réserve. Contrairement à son ex-femme Nikki, qui alors elle est pimpante, séduisante, extravertie, elle dit ce qu'elle pense vraiment tout haut. Tous les deux ont eu des jumeaux, on a Camille et on a Jérémy. Jérémy vit avec sa mère et du coup Nikki a une manière d'éduquer Jérémy complètement opposée à Sébastien, c'est-à-dire qu'elle laisse Jérémy faire sa vie, c'est un ado, faut qu'il fasse des erreurs pour comprendre la vie et elle va pas être plus que ça à cheval sur l'éducation. Contrairement à Sébastien qui tient d'une main de fer Camille, donc la sœur jumelle de Jérémy, et qui veut que voilà, elle atteigne telle école, elle fasse des cours de musique, enfin voilà, c'est vraiment très strict au niveau de l'éducation, c'est complètement différent. On n'oublie pas que c'est des jumeaux, donc ils ressentent ce que ressent l'autre. Donc c'est assez particulier. Et il se trouve que ce couple divorcé, même si Sébastien en pince toujours pour Nikki, mais qu'elle a refait sa vie, vont devoir faire équipe ensemble, puisque leur fils Jérémy va être porté disparu. On leur laisse des petites bribes de messages, ils vont voyager, hein, ils vont passer par Paris, par le Brésil, enfin bref, ils vont vraiment voyager. Ils vont avoir des petites miettes pour savoir où est passé leur fils en fait, et ils vont devoir faire certaines choses pour pouvoir le retrouver. C'est assez cocasse au niveau des actions, il y a eu des trucs où je me suis dit mais où l'auteur va nous mener, qu'est-ce que c'est que cet objectif en fait qui tourne autour de cette disparition. Et alors franchement ça a été un coup de maître, parce que vers les 40 dernières pages j'avais vraiment une idée très claire de l'histoire, je m'étais dit ok c'est ça, et là clairement j'allais dire non mais alors si c'est ça c'est... Voilà, la mayonnaise elle est redescendue, hein, le gâteau il est pas monté. Et ben en fait non, l'auteur a réussi quand même à me surprendre sur la fin. Sur les 20 dernières pages, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Le seul gros point négatif de cette histoire-là, c'est la fin. L'auteur nous balance un chapitre 2 ans après, qui nous apporte une petite info mais sans plus, enfin franchement j'ai pas été plus que ça satisfaite de la fin. Mais alors c'est surtout qu'en fait quand on a la révélation de l'histoire et de ce qui est apporté autour de la disparition de l'enfant, de Jérémy,
on réalise en fait que on ne sait pas comment ça s'est passé après en fait. Comment se sont passées les retrouvailles entre Nikki, Sébastien, Jérémy et potentiellement aussi Camille. On n'en sait rien. On n'en sait rien en fait, on nous dit voilà, il se passe ça, bim, on sait que ça se termine comme ça. On vous dit pas comment les personnages se sont remis de ce drame en fait, parce que ça reste quand même un choc, je pense. Si on vit une chose pareille, c'est choquant. Donc on n'en sait pas plus, mais par contre, ça reste quand même une histoire qui était originale. J'ai passé un bon moment, mais j'aurais aimé une fin un peu plus précise et surtout pas un chapitre forcément 2 ans après, mais ne serait-ce que une semaine après leur retrouvaille. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, je termine cette vidéo avec un manga. Il s'agit de Freak Island de Masaya Okazono. C'est le tome 3 aux éditions Delcourt Tonkam. Alors si vous ne le savez pas, Freak Island, comme vous pouvez le voir à la couverture, c'est une histoire très glauque, hein, c'est très gore, franchement, vraiment. En fait, on suit des jeunes qui font partie d'un groupe d'études et qui vont se retrouver sur une île. Et cette île, en fait, regorge d'hommes et de femmes qui sont des monstres. Si vous connaissez le film La colline à des yeux, on est exactement dans le même thème. Des personnes qui ont été mutilées physiquement, qui ne ressemblent plus à rien, qui sont dégueulasses, qui sont glauques, qui sont des meurtriers et qui n'ont aucune humanité et qui vont massacrer ce groupe de jeunes. Alors dès le début, hein, on nous mettait du sang, vraiment. C'est pas un manga que je conseille si vous n'aimez pas le sang, si vous n'aimez pas la douleur ou voilà, tout ce qui est un peu comme les films Saw ou Massacre à la tronçonneuse, parce que vraiment ce manga, c'est un mélange entre La colline à des yeux et Massacre à la tronçonneuse. Donc moi qui adore ces 2 films, ça passe. Mais si vous n'aimez pas le sang, je vous le déconseille. C'est très gore et en plus de ça, du sang on en a tout le temps. On en a tout le temps. Dans le premier tome on en avait pas mal, mais le premier tome était vraiment bien. Le second m'avait un peu déçu parce qu'il y avait un peu limite trop de sang partout à tout va. Celui-ci on en a aussi, mais pas de la même manière, et c'est surtout qu'on va découvrir un nouveau personnage qui s'appelle Marie. C'est celle qu'on a sur la couverture, donc en fait c'est une jeune fille qui a... toute sa partie là au niveau du nez, la peau elle a été arrachée, donc on voit juste ses dents, c'est très particulier à regarder, et elle a des lames de rasoir à ses bouts de doigts. Et alors cette fille c'est une tarée, hein. Elle est très flippante. C'est le premier personnage féminin mutilé que l'on découvre dans ce manga. Je m'attendais à ce qu'un minimum une des jeunes filles soit un peu douce, pas du tout. Elle est encore pire que dans le premier tome où on découvre un homme avec une grosse tête de cochon, vraiment très glauque. Elle est encore vraiment plus tarée, hein. Vraiment, il y a un niveau très haut atteint. Donc voilà, franchement j'ai passé un bon moment de lecture. Ça reste une saga de manga que j'aime beaucoup, qui est très originale, mais voilà, très dégueulasse, très gore, très hémoglobine à fond. Donc pas à mettre entre toutes les mains, mais si vous aimez les films d'horreur, si le sang ne vous fait pas peur, si vous avez aimé du coup La colline à des yeux et Massacre à la tronçonneuse, lisez ce manga, je pense que vous n'allez pas être déçus. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire en commentaire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, si vous l'avez aimé ou non. Et sinon, est-ce que je vous ai donné envie de découvrir certains romans, mangas ou même l'album? Dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!